Bernard, dans la deuxième partie, le sujet, c'est les sources de la déformation psychologique. Souvent, les gens sont placés dans une communication, dans un dialogue et ont tendance à interpréter, selon leur propre perception, les informations que l'autre émet à leur égard. Et j'aimerais ça qu'on puisse voir dans une conférence comme on va faire, là, voir qu'est-ce qui fait que l'individu déforme systématiquement l'information qu'il reçoit de l'extérieur. Qu'est-ce qui est le jeu dans sa pensée, qu'est-ce qui est les interférences dans la pensée qui occasionnent une déformation dans le traitement de la communication. La réception chez l'homme, la réception d'impression, puis l'émission d'impression par la parole, sont sujettes aux mêmes lois. Ce qui crée la déformation dans la parole, par exemple, dans ce que l'on dit. La manifestation. Puis ce qui crée la déformation dans la réception, c'est que le corps mental de l'homme n'est pas ajusté. Il faut considérer le corps mental comme un système radio. Puis le corps mental n'étant pas ajusté, n'étant pas finement ajusté, c'est très facile pour l'être humain d'émettre ou de recevoir de l'information qui n'est pas juste. Puis ça, c'est ce qui cause tous les déboires dans la communication. C'est ce qui rend la communication très difficile entre les hommes. Et quand vous amenez ça au niveau des races, au niveau de la politique des races, des nations, ça devient extrêmement difficile. Puis ça fait partie de l'évolution de la conscience humaine. Une fois que l'homme aura développé un ego suffisamment transparent, parce que c'est la transparence de l'ego qui permet, qui réduit, si vous voulez, la déformation au niveau de l'émission ou de la réception. Parce que quand l'ego est transparent, il vibre de façon très très subtile à son énergie. Puis il ne la colore pas, ou il la colore de moins en moins. Et c'est cette coloration-là qui cause cette déformation-là. Et ça, naturellement, ça affecte la personnalité. Et ça conduit l'homme à ne pas se manifester en tant qu'être d'une façon réelle. Et ça conduit l'homme aussi à ne pas recevoir des autres d'une façon réelle. C'est un problème d'ajustement du corps mental. Bon, quand vous parlez de transparence, donc, finalement, d'ajustement du corps mental, est-ce qu'il y a des états de réception et de manifestation qui sont particulières à la relation avec l'esprit et des états de réception et de manifestation qui sont particulières à la relation avec l'âme? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut décortiquer à ce niveau-là qui nous permettraient de voir la différence de communication qu'on a avec la relation avec l'esprit puis l'autre avec l'âme? La différence, elle se situe là. Dans la mesure où l'homme traite de l'information émise ou reçue à partir du plan mental supérieur, donc avec l'esprit, il n'a pas tendance à colorer le matériel. Donc, il est transparent. Dans la mesure, dans le cas opposé, l'homme colore le matériel parce que l'homme, en tant qu'être incarné, autrement dit, en tant qu'âme, sujette à des lois karmiques, vit constamment de la passion. Mais vous expliquez qu'est-ce que c'est de la passion. De la passion, c'est de l'interprétation vibratoire d'une perception subjective pour le bénéfice de l'âme à travers l'ego, pour l'assujettissement de son intelligence. C'est ça de la passion. Ça fait partie de l'expérience de l'homme sur la Terre. Dans la mesure où l'homme devient conscient, ou deviendra conscient, ou aura une conscience mentale suffisamment avancée, l'homme perdra de la passion. C'est-à-dire qu'il perdra, dans son expérience humaine ou dans son mouvement sur le plan matériel, il perdra de l'expérience. Il aura moins à vivre d'expérience. Tout ce qui est passionnel entraîne l'expérience. Parce que quand on parle de passion, on parle de surexcitation, on parle d'excitation. Sans excitation, il n'y a pas de passion. Donc ça se retouche, ça.
Puis, pendant l'évolution, l'homme a traité de façon suffisamment poétique la passion et il en a établi une base de besoins fondamentaux. Ce qui est normal chez l'être de l'évolution parce que la passion lui donne le sentiment de vivre. Mais ça lui donne le sentiment de vivre parce qu'il n'a pas l'assentiment de sa conscience. Si l'homme était dans sa conscience, il n'aurait pas besoin du sentiment de vivre. Il vivrait simplement de l'assentiment de sa conscience. Mais pour vivre dans l'assentiment de sa conscience, il faut être en conscience. Il faut être en ascendance de conscience. Il faut vivre un rapport étroit avec ce plan mental-là. Dans le cas de l'homme de l'évolution, la passion devient pour lui à ce moment-là une formule, une façon d'exprimer son inconscience, donc d'exprimer son état d'âme, mais jamais sa puissance d'esprit. Donc, il est assujetti à tout ce qui est passionnel. Et quand on est assujetti au passionnel de l'évolution, on ne peut pas traiter l'information émise ou reçue de façon objective, c'est-à-dire par rapport à un plan vibratoire qui est totalement lumineux, totalement universel, totalement conscient, totalement intégral. On n'est pas capable. Parce que justement, cette façon de vivre est une excuse pour l'ego pour le forcer à contrebalancer ou à compenser avec ce qu'il n'a pas. L'ego veut, l'homme veut vivre, l'homme a droit à la vie, l'homme a droit à vibrer, mais étant inconscient, il est obligé de vibrer à des états d'âme au lieu de vibrer à son esprit. Et c'est ça qui crée la déformation de la communication, et c'est ça qui crée la déformation de la personnalité. Que l'homme soit un bon être, bonhomme, ou que l'homme soit un être négatif, c'est la même chose, c'est la même loi. C'est toujours un phénomène de polarisation de son énergie. L'esprit ne partage pas la conscience de l'homme une fois que sa présence ou que son assise est établie. C'est-à-dire qu'une fois que la fusion, parce que l'assise de l'esprit, c'est la fusion. Une fois que l'assise de l'esprit, par la fusion, est établie, à ce moment-là, l'homme commence à transmuter malgré lui-même sa personnalité, c'est-à-dire qu'il commence à traiter l'information reçue ou émise d'une façon qui convient à son esprit, c'est-à-dire à sa lumière, au lieu de la traiter d'une façon qui convient à son âme, c'est-à-dire à sa mémoire d'aujourd'hui comme à sa mémoire ancienne. Et la différence est toute là. L'homme vit trop au niveau du mémoriel, que ce soit au niveau individuel ou que ce soit au niveau de sa relation avec la mémoire de la race. Et c'est pour ça qu'il n'a pas d'individualité. Et de temps en temps, au cours de sa vie, il a des pulsions d'esprit parce que l'homme, au cours de sa vie, surtout l'homme moderne, au cours de sa vie, il a des perceptions extrêmement puissantes, extrêmement solides de sa conscience, mais il n'est pas capable de les fixer, de les cristalliser, parce que l'homme de la rue, l'homme de la masse, la conscience ou l'égrégore social va les défaire, va les briser. Bon, ça m'intéresse beaucoup. Comment un individu qui a des états de conscience extrêmement lucides, comment ça se fait qu'il se fait défaire par l'homme de la rue, comme vous dites, cette lumière-là, disons qu'il dispose à un temps X de sa vie? Parce qu'il n'y a pas de science. Ce qui manque à l'homme, c'est la science du mental. La science du mental, c'est la science de l'esprit, qui devient la psychologie fondamentale de l'homme conscient. Et cette science, c'est une science exacte. Quand je dis que c'est une science exacte, je veux dire que l'homme est obligé d'exactement travailler avec ses perceptions en fonction de ce qu'il sait. Il ne peut pas se permettre de divaguer de ses perceptions. Bon, mais ça demande une certaine fusion. La fusion, c'est un collet. L'esprit, ton double, te met un collet. Bon, une fois que tu es dans le collet, mais tu es obligé d'aller dans une certaine direction que ta lumière t'impose au début. Avec le temps, tu n'en as plus de besoin de collet, mais au début, tu en as besoin d'un. Et c'est ça qui amène l'ego, autrement dit la personnalité,
à transmuter lentement son matériel, puis éventuellement, ben là, l'ego s'ajuste et commence à s'habituer à ces moments de lucidité, puis avec le temps, il y a de plus en plus de moments de lucidité, puis éventuellement, ça devient de plus en plus permanent, ça devient une seconde nature, fait que finalement, il n'y a plus besoin de connaître. À ce moment-là, il a intégré l'énergie de sa fusion. Mais ça nécessite une science, parce que une science intégrale, ça peut pas venir de l'homme. Faut que ça vienne des plans universels. Donc, cette science intégrale, une fois ou dans la mesure où l'homme l'aura suffisamment développé, suffisamment descendu sur le plan matériel, l'homme pourra commencer à s'exercer, à traiter l'information qui vient de l'extérieur comme l'information qui vient de lui-même en fonction de cette science-là. Et c'est là que graduellement il cessera de se déformer dans le traitement de l'information. Et là, il rentrera dans une conscience plus intégrée, plus réelle, plus dépolarisée. Il y aura une identité beaucoup plus solide, plus cristallisée, plus permanente. Mais ça prend une science. Excusez, Bernard. Est-ce que quand vous parlez de science, vous parlez d'un processus à suivre? Est-ce que vous parlez de quelque chose que l'individu doit commencer à un point zéro et finir à un point X? Une science est un développement. La science, l'homme peut avoir la science. On a la science. Bon, la fusion, elle existe. Maintenant, à partir du moment où l'homme a accès à la science, il faut qu'il en applique les principes. Ces principes-là ne font pas toujours l'affaire de l'ego. D'ailleurs, ils ne feront jamais l'affaire de l'ego. La science de la psychologie supramentale, ou la science de l'énergie du mental humain, ou la science de l'homme, appelez ça comme vous voudrez, là. Cette science ne pourra jamais faire l'affaire de l'ego, parce que elle est descendante. Elle descend vers l'homme. Donc l'homme, lui, il la reçoit, il faut qu'il travaille avec pour élever son taux vibratoire, élever son taux vibratoire, élever son taux vibratoire. Donc cette science-là, elle ne fera jamais l'affaire de l'homme. Jusqu'au moment où l'homme sera suffisamment avancé en conscience pour être très près de cette science. Donc, lorsque l'homme sera très près de cette science, il sera dans la science de sa conscience, donc il aura la conscience de son être, donc il aura la science de son être, comme il aura la science de l'être, comme il aura la science de la civilisation, la science de sa planète. Cette science-là, est-ce qu'il va le chercher à l'intérieur de lui-même ou si elle lui est communiquée de l'extérieur? La science, il faut qu'elle soit descendue. Il faut qu'elle soit descendue parce que pour qu'elle soit transparente, pour qu'elle ne soit pas polarisée, pour qu'elle ne soit pas astralisée, ça demande une fusion. Mais une fois qu'elle est descendue, l'homme, à différents niveaux de son évolution, peut se l'acquérir, aller la chercher et commencer lentement à l'appliquer jusqu'à temps qu'elle fasse partie de lui, cette science-là. Jusqu'à temps que sa propre conscience mentale puisse à rajouter à cette science. Parce qu'oubliez pas une chose, hein, quand on parle d'une conscience mentale ou qu'on parle d'une science supramentale, on parle d'une science universelle. Et aucun homme sur la Terre ne peut tout développer de cette science universelle. Donc, il y aura des hommes dans un certain temps qui auront accès à des aspects de cette science universelle, d'autres hommes qui auront à d'autres aspects accès à cette science universelle. Mais ça fera toujours partie de cette science universelle. Mais pour que les hommes aient accès par eux-mêmes à cette science universelle, il faut que l'homme soit donné un coup de pouce, il faut qu'il soit mis en vibration. Une fois qu'il est mis en vibration, ses corps s'ajustent et il commence à prendre conscience de cette science universelle à l'intérieur de son propre réseau d'énergie à lui, à l'intérieur de sa propre conscience, à l'intérieur de ses propres facilités. Selon son propre niveau d'évolution. Et c'est comme ça que les hommes, éventuellement, mutuellement et individuellement, pourront se nourrir de cette énergie. Quand on pense science, on pense généralement marche à suivre. Est-ce que la science dont vous parlez suit le même comportement, disons, égoïque que les sciences contemporaines qu'on a, ou si elle apparaît comme étant, exemple, une révélation ou une manifestation par un homme comme vous, ou par un livre comme vous avez écrit, La Genèse du réel, qui est ni plus ni moins qu'une preuve d'une connexion, d'une relation avec l'invisible. Est-ce que c'est comme ça que l'individu va avoir accès à la science? L'accès à cette science est très facile.
dans la mesure où l'homme, en tant qu'ego, est disponible à lui-même, à sa réalité. C'est pas la science qui est difficile, c'est la conscience qui est difficile. C'est l'état de disponibilité, donc. C'est la disponibilité. Une fois que l'homme aura la conscience, mais la science, elle est là. Si l'homme n'a pas de conscience, la science n'est pas là. La conscience vient avant la science. La science, c'est simplement la confirmation de la conscience. Ah, okay. L'absence de science, de cette science universelle-là, témoigne de l'inconscience de l'homme ou de l'humanité. Donc, on peut passer une partie de notre vie à être, je dirais, conscient ou disponible à une forme d'information, mais pas être capable de l'appliquer, c'est ça? Oui, d'accord. Parce que pour l'appliquer, on peut toujours l'appliquer, mais ça dépend à quel niveau on l'applique. Je propose que pour appliquer une science telle que celle-ci dans le monde, sans la colorer, sans l'égouifier, sans l'astraliser, sans assujettir l'homme à elle, ça nécessite un degré de conscience suffisamment avancé. C'est-à-dire un degré de conscience où la personnalité a réellement été transposée, remplacée par la personne. À ce moment-là, il n'y a plus de problème. C'est très facile, la science. C'est pas la science qui est le problème, c'est la conscience. Où l'homme souffrira, c'est dans sa conscience. La science, c'est simplement, ça fait simplement partie de sa créativité, qu'il soit dans un domaine ou dans un autre. La science de l'avenir pour l'homme, et là je la regarde à différents niveaux, ça sera simplement un mouvement gratuit, très généreux de l'esprit à travers l'homme. Donc il n'y a aucun mérite dans la science. Mm-hmm. Mais il y a un grand mérite pour l'homme dans la conscience. OK. L'homme ne peut pas être con puis avoir la science. Faut qu'il fasse le lien entre les deux. Faut qu'il fasse le lien entre les deux. Bon. Quand on parle à ce moment-là de conscience, j'imagine que c'est le travail finalement d'accès à cette disponibilité que vous parliez qui est difficile. Et puis c'est là que les déformations se présentent. Les égrégores, les influences de l'âme qui affectent ou qui infectent l'individu, quelles sont-elles? Quelles sont les principales sources d'infection de l'âme, qui vient de l'âme, pour déformer la psychologie de l'individu puis le rendre finalement non disponible? Quelles sont les sources? Une des forces fondamentales de l'âme qui retarde l'évolution de l'homme vers son identité? Ouais. Il y en a plusieurs, mais je peux vous en donner quelques-unes qui sont intéressantes. Là. La culpabilité. Se comparer à d'autres. Ces deux-là, c'est beaucoup. Ouais. Ces deux-là, même si, quand vous l'écoutez comme ça a l'air de rien, là, mais je peux vous assurer que c'est tout là. Ouais. Bon, on en prend un. Bon. La culpabilité, c'est quoi? La culpabilité, c'est l'incapacité chez l'ego de supporter son identité en tant qu'être vibratoire et la remplacer, cette identité-là, par une totale absence d'identité. Je crois que la culpabilité, c'est le plus grand poison égrégorique de l'âme sur la personne humaine. Le Juif qui n'est pas parti d'Allemagne en 1932, quand ils ont eu le putsch à Berlin, il était coupable vis-à-vis la mémoire de la race. Mm-hmm. Le jeune homme catholique à 14 ans qui a décidé de payer à la confesse le dimanche, il a vécu la culpabilité par rapport à la mère l'Église. Mm-hmm. La culpabilité, c'est... D'ailleurs, je vous souhaite un jour de parler avec les morts, parce que les autres peuvent réellement vous l'expliquer d'une façon claire. La culpabilité, c'est certes un des plus grands stratagèmes utilisés par l'astral contre l'homme. Un des plus grands. Et sur le plan de l'expérience humaine, si on regarde l'évolution de l'homme, si on regarde l'humanité, effectivement, a été une humanité spirituelle ou religieuse pendant des millénaires. C'est simplement depuis quelques années que ça change.
Donc, imaginez-vous que l'involution de l'humanité pendant des millénaires a été manipulée catastrophiquement par l'utilisation de la culpabilité contre l'individu par rapport au pouvoir spirituel ou religieux pendant des siècles. L'homme a perdu toute contenance de lui-même à travers la culpabilité. Donc, pour moi, la culpabilité, c'est probablement un des plus grands mâles cosmiques, astraux qui existent sur la Terre. Je considère même le meurtre moins grave au niveau de l'évolution de l'humanité que la culpabilité. Le meurtre, je le considère grave au niveau de l'évolution individuelle. Mais au niveau de l'évolution de l'humanité, la culpabilité est plus grave que le meurtre. Parce que la culpabilité désaffranchit l'homme, l'humain, ou la conscience collective pendant des siècles. C'est un meurtre de l'esprit accumulé à l'échelle mondiale, historique, pendant des siècles, la culpabilité. Tandis que le meurtre, c'est le meurtre de l'homme. C'est une attaque à la forme. C'est une attaque à la forme, le meurtre. Tandis que la culpabilité, c'est réellement une attaque contre l'esprit. Dans mon optique, il y a absolument rien de plus grave, ou il n'y a pas grand-chose de plus grave que la culpabilité. Donc, dans son évolution, l'être conscient qui passe de l'involution à l'évolution vivra quelque part, par rapport à la mémoire de sa race à tous les niveaux, des états de conscience qui friseront ou qui l'amèneront à toucher du doigt un certain niveau de culpabilité, et c'est là qu'il sentira la faiblesse de sa conscience ou la force de sa conscience. Bon, si on parle de culpabilité, la première fois dans la vie qu'on a à goûter de la culpabilité, est-ce qu'on l'a subi, la culpabilité, ou on l'a fait vivre aux autres? Est-ce que ça part du fait qu'on l'a fait subir à quelqu'un qu'on commence à vivre la culpabilité, ou c'est parce qu'on l'a subi d'un autre? On l'a subi d'un autre. Parce que quand on grandit, au début, on est sans mécanisme de défense, puis on se fait imposer des volontés ou des perceptions ou des valeurs qui deviennent pour nous des égrégores. Et ces égrégores-là, avec le temps, grandissent de plus en plus. Fait qu'éventuellement, on devient coupable quand on agit à l'envers ou contre ces égrégores. Le premier moment dans la vie de l'homme où il vit la culpabilité, c'est le premier moment dans sa vie où il renie son esprit. C'est intéressant. C'est profond. Comment ça se passe? Mais ça se passe. J'aurais pensé que c'est parce que... Le premier moment dans la vie de l'homme où il vit de la culpabilité, c'est le premier moment où il renie son esprit. Oui, ça veut dire que c'est le premier moment où l'individu ne suit pas ce qu'il sent. Où il ne suit pas ce qu'il sait, mais qu'il ne peut pas exprimer donc ce qu'il sent. Sentir, c'est savoir sans pouvoir l'exprimer intelligemment. Bon, OK. Là, vous me faites débobiner à bobine bien loin. Dans l'enfance, un enfant peut, à l'âge de, j'imagine, 2 ans, se sentir coupable. Comment il peut savoir à cet âge-là? Par le sentiment qu'il ne peut pas expliquer. Ben, c'est facile de faire vivre un enfant de la culpabilité en lui reprochant systématiquement des comportements. Ça, c'est notre participation à l'involution en tant que parent. Oui, j'en doute pas. Mais à ce moment-là, disons, pour l'enfant qui ne peut peut-être même pas parler à ce moment-là, comment il fait pour savoir? Est-ce que savoir dans ce sens-là, c'est strictement une vibration? Parce que là, il n'y a pas de langage, là. Dans une famille, un enfant fait quelque chose, vous lui reprochez la chose. Mm-hmm. Un enfant qui va prendre un fer à repasser puis qui va le mettre sur votre tapis, il a du fun. Il ne se sent pas coupable. C'est après qu'il va se sentir coupable. Oui. C'est pas quand il met le fer à repasser là, il fait un beau trou dans le tapis, ça fait une belle forme. Ça sent intéressant, la senteur. Mm-hmm. Il ne se sent pas coupable. Il découvre.
c'est quand vous allez rentrer à la maison. Donc, quelque part, vous allez lui faire sentir la culpabilité. OK. Mais peut-on faire autrement? Ça dépend si vous êtes conscient ou non. Si vous êtes conscient, vous ne lui faites pas sentir de culpabilité. Vous lui faites comprendre l'erreur de son geste. Bon, là, vous allez aider l'humanité parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas comment faire vivre à quelqu'un qui vit un débordement dans la forme, qui ne veulent pas le faire sentir coupable, disons, en supposant qu'on veut être conscient. Là. La raison pour laquelle les parents font sentir la culpabilité chez l'enfant, c'est parce qu'ils ne balancent pas les vibrations. Ils balancent pas la vibration. C'est pas le petit gars, il prend le fer à repasser, il brûle le tapis. La mère, elle arrive, elle voit ça. Puis elle se fâche. Mm-hmm. Donc, elle lui donne un choc vibratoire, parce que la discipline, c'est un choc vibratoire. Ouais. Mais elle ne rebalance pas. Fait que le petit commence à vivre la culpabilité. Puis ça continue comme ça toute la vie. Que les enfants fassent des erreurs, c'est normal, ils n'ont pas d'expérience. Un enfant ne connaît pas la conséquence de son geste. Bon. Mais quand il fait un geste qui n'est pas convenable, il doit vivre la discipline, donc le choc vibratoire, qui peut aller même jusqu'à un choc à l'âme pour corriger ses tendances. Non, pas de problème, mais il faut que ce soit balancé. Sinon, l'enfant est détruit. Il peut être détruit avec un petit peu ou il peut être détruit grandement. Détruire un enfant, ça veut dire ne pas lui permettre de comprendre son geste de façon intelligente après avoir reçu le choc de la discipline. Mm-hmm. Que le parent soit obligé de faire le choc de discipline, c'est normal. D'ailleurs, un parent qui ne le fait pas, c'est pas un parent intelligent. Parce qu'un enfant, c'est astral. Ça a un caractère, un enfant. Un taureau, ça a un caractère. Un sagittaire, ça a un caractère. On a tous des caractères. Il faut que ça soit ajusté, l'astral. Parce que le caractère fait partie de la mémoire de l'âme, imprimée dans l'expérience maintenant. Fait que c'est ajusté. Fait que le rôle du parent, c'est d'ajuster le caractère. Mais le rôle aussi, c'est de le rebalancer après. Bon, à ce moment-là, l'enfant ne sentirait pas de culpabilité. Bon, dans le cas du tapis, comment vous auriez rebalancé ça? Là? Comment on rebalance un... Si ma fille avait brûlé le tapis chez nous? Oui, c'est ça. Mais ça dépend à quel âge. Si elle avait brûlé le tapis à 2 ans, si elle avait brûlé le tapis à 4 ans, si elle avait brûlé le tapis à 6 ans, ça dépend de son caractère, ça dépend de son manque d'ordre, ça dépend de beaucoup de choses. Il faudrait que je regarde l'individu. Moi, je vais prendre ma fille. Si ma fille avait brûlé le tapis à 3 ans, je lui ai redonné un choc terrible, puis je l'aurais balancé parfaitement. Elle ne l'aurait jamais fait après. Ce qui veut dire quoi? Bon, j'allais donner un choc, puis ensuite, j'allais dire, je suis pas fâché, je t'explique ce que tu as fait. À cette heure, let's go, on s'en va voir un film de Walt Disney. OK, c'est comme ça que vous balancez. Ouais. Bon. Balancer. OK, nous autres, on est adultes aujourd'hui. On a été... Puis je l'ai dit, je suis pas fâché. Ouais. J'avais l'air fâché tout à l'heure. Là, c'est parce que je t'explique avec force. Mais je suis pas fâché. Je suis pas fâché. Faut pas être fâché. Fâché, c'est de la surexcitation. Oui. Ouais. Fait que l'enfant, il vit ton fâché, il vit ta surexcitation. Donc, ce que vous dites, dans le fond, c'est qu'on se sent coupable, pas tellement du geste qu'on pose, mais de la perturbation perturbation émotionnelle que l'autre vit, finalement. Ça dépend du geste. On peut se sentir coupable par rapport à des valeurs spirituelles ou religieuses qu'on met de côté. On peut se sentir coupable par rapport à des petits gestes anodins qu'on vit quand on est jeune, par exemple. Qu'est-ce qui n'a pas volé des pinottes ou des crayons? Tu veux dire? Bon, autrement dit, l'homme n'est pas sans péché. Par contre, il peut pas s'empêcher. Il peut pas s'empêcher. Vous comprenez? Oui. Ça fait que l'homme n'est pas sans péché. Ouais. Comme vous dites, il peut pas s'empêcher. Fait que s'il n'est pas sans péché, parce qu'il peut pas s'empêcher, le péché n'existe pas. Si le péché existe dans sa tête, il va avoir de la culpabilité. Qui ne puisse pas s'empêcher, ça fait partie de l'astral de l'âme. Qui en arrive à arrêter ses pulsions ou ses excitations, qui en arrive à ajuster sa conscience astrale, ça fait partie de l'éducation ou ça fait partie de l'éducation que la société lui impose. Mais c'est pas sans raison que vous venez de dire ça. Quand j'ai dit que l'homme n'est pas sans péché, puis que vous dites que l'homme ne peut pas s'en empêcher, c'est très réel ce que vous dites. Donc, si l'homme n'est pas capable de s'en empêcher, il ne peut pas vivre la culpabilité. Donc, il vit une vibration astrale.
OK. Le choc à l'âme ajuste la vibration astrale. Le rôle de la société ou de l'individu ou des parents, c'est de rebalancer la vibration astrale. Parce que l'homme ne peut pas s'en empêcher. Quand vous regardez les annales, quand vous regardez, par exemple, les hommes là, qui font de la recherche? Non, c'est pas de la recherche. Ouais, c'est une forme de recherche, mais je veux dire, les hommes qui cherchent à avoir des relations sexuelles avec les enfants. Ah, OK, la pédophilie. C'est plus fort qu'eux autres. C'est une possession de l'âme. Ils ne savent pas qu'ils sont possédés. C'est comme la petite fille qui est anorexique ou boulimique. C'est de la possession de l'âme. C'est le mal de l'âme. Elle ne le sait pas que c'est de la possession de l'âme. Donc, comment voulez-vous qu'on amène ces êtres-là à vivre de la culpabilité? Parce que l'astral va réutiliser la culpabilité. Parce que la culpabilité, c'est une manœuvre astrale. Ça fait partie des champs de force égrégorique de l'astral, la culpabilité. Ça fait pas partie de la conscience de l'homme, la culpabilité. C'est implanté dans son mental. D'ailleurs, un jour, probablement, lorsque la psychologie de l'homme, d'ailleurs, ça sera probablement découvert au niveau individuel, parce que je vois pas je vois pas que ça se fasse au niveau collectif. Mais l'homme, un jour, lorsqu'il sera conscient, verra que toute son inconscience, toute la manipulation astrale de sa conscience subjective, ça fait toute partie des égrégores astraux. Ça vient de l'astral. Donc, c'est pas l'homme en tant qu'être qui est responsable, ce sont les forces derrière lui, mais l'évolution demande qu'ils connaissent ça, qu'ils comprennent ça. S'il comprend ça, bien éventuellement, il se libère de ces forces-là. Il devient conscient. S'il ne comprend pas ça, il vit l'expérience par rapport à ces forces-là. Donc, il peut vivre de la culpabilité puis empoisonner sa vie. Il peut vivre il peut vivre l'expérience du meurtre. Il peut vivre l'expérience du suicide. Il peut vivre toutes sortes de choses qui vont empoisonner sa vie. Donc, quelque part dans l'évolution de l'homme, de l'humanité, il y a un partage entre l'involution et l'évolution, et ce partage-là est absolu. Ou il sera absolu. Bon, quand on a un individu qui a atteint l'âge adulte et puis qui est déformé psychologiquement par le jeu de la culpabilité, est-ce que le simple fait de prendre conscience de ce qui le rend coupable, c'est suffisant pour le déculpabiliser? S'il prend conscience des mécanismes de la culpabilité, ça va totalement la neutraliser, oui. Donc, se faire expliquer dans un cas particulier de sa vie le pourquoi il agit comme ça, est-ce qu'il faut entrer dans un langage où on lui explique les mécanismes des forces astrales? Ça dépend du sérieux de la culpabilité, ça dépend de la profondeur. Parce que la culpabilité, au fur et à mesure où on avance dans une certaine maturité inconsciente, ça s'ajuste. La culpabilité qu'on a vécue quand on était jeune, on l'a plus quand on a 30 ans. Mais il y a certaines formes de culpabilité qui perdurent. Puis ces culpabilités-là qui perdurent, qui peut amener l'homme à des états de psychose ou de névrose, ça, pour réellement les éliminer, ça prend le couteau tranchant d'une science réellement exacte de ça, qui peut aller jusque dans le désenvoûtement astral psychique de l'individu, qui peut aller jusque dans le contact entre celui qui le sort de sa condition, puis l'entité derrière l'écran de sa conscience qui le manipule à son insu parce qu'il est inconscient de ces choses-là. Oui, ça peut aller très loin. Ça peut même aller... Il y a des individus qui marchent la rue dans le monde qui sont possédés à des très hauts niveaux. Puis pour briser cette possession-là, ça prend réellement une science réellement occulte de ce qui se passe, une grande science précise de ce qui se passe, de sorte que l'individu qui ferait c'est une sorte d'exorcisme quasiment, de sorte que la personne qui fait cet exorcisme-là saura exactement qui est en possession, qui le possède, où il est situé dans l'astral, qu'est-ce que c'est son évolution, où il vit dans l'astral, pourquoi est-ce qu'il possède, pour quelle raison. Autrement dit, un individu conscient pourrait connaître tout le pédigree de l'entité derrière l'individu. Ça va commencer à briser le pouvoir astral sur l'individu et l'amener éventuellement à s'enfranchir de la culpabilité.
Bon, est-ce que c'est vrai, Bernard, de penser que les formes psychologiques qui nous rendent coupables, là, tu sais, je sais pas, on chicane un enfant parce qu'il n'a pas rentré à tondeuse à gazon ou parce qu'il n'a pas fait sa chambre ou quoi que ce soit, puis de façon répétitive, là, au bout de 5, 6, 7 ans, là, il se retrouve à se sentir coupable de ne pas laisser les autres vivre comme ils veulent. Bon. Est-ce que ça, là, en réalité, la forme psychologique que ça prend, c'est juste un prétexte pour permettre à une entité de s'implanter dans le mental de l'individu? Est-ce que souvent les gens aujourd'hui vivent un état de culpabilité qui est simplement un prétexte pour permettre à une entité de les posséder? Et que pour traiter ces individus-là, ça ne sert à rien de leur enlever le problème psychologique, la forme. Il faut aller jusqu'à l'entité. Il faut vivre le combat avec l'entité. Comprenez-vous ma question? Oui, je la comprends, oui. Ça dépend de l'État. Il y a un certain niveau de culpabilité qui est permissible à l'homme. Il y a un certain niveau de culpabilité qui ne l'est plus. Là, si vous me demandez lequel, je vais vous dire que si la culpabilité détruit la vie de l'homme, à ce moment-là, le niveau de permissibilité n'est plus est trop grand. Et à ce moment-là, ça prend une éradication. Si la culpabilité est normale, puis elle ne détruit pas la vie de l'homme, à ce moment-là, ça fait partie de son expérience. Mais si elle détruit l'homme, il faut aller plus loin. Puis là, ça prend des moyens réellement radicaux au niveau d'une science occulte de l'entité derrière. Puis souvent, ces gens-là peuvent être amenés à rencontrer des gens qui pourraient leur faire comprendre ces profondeurs-là. Parce que ça va beaucoup plus loin que la psychologie classique. Ça va réellement ça devient un combat entre celui qui serait le promoteur, si vous voulez, de cette conversion d'énergie-là et l'entité elle-même. Ou l'individu qui vit la culpabilité est simplement le canal. Donc, si la culpabilité détruit pas votre vie, met pas votre vie à terre, elle n'est pas nocive trop. Mais si elle met votre vie à terre, à ce moment-là, il faut l'éliminer parce que ça va devenir plus grave et plus grave et plus grave et plus grave. Bon, quand vous dites une culpabilité qui est permissive, là, jusqu'où vous mettez le registre de la permissivité de la culpabilité? Bon, dans la mesure où elle ne détruit pas votre vie. Si la culpabilité détruit votre vie, ou si n'importe quelle forme d'égrégore détruit votre vie, tu sais, la vie, l'homme ne peut pas vivre toute sa vie en déséquilibre. Mm-hmm. Tu peux vivre 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, mais un jour, il faut que ta vie soit sous ton contrôle, ou relativement sous ton contrôle. Bon, à ce moment-là, la culpabilité, dans le cas de la culpabilité, si c'est pas mis en check quelque part, ça peut réellement miner la vie d'un individu. Et ça, c'est très grave, parce que un homme qui vit la culpabilité ne pourra jamais s'affranchir du pouvoir de l'âme sur sa conscience. Donc, il ne pourra jamais être intelligent dans le sens créatif du terme. Mm-hmm. Quand je parle intelligent dans le sens créatif du terme, là, je veux dire intelligent dans le sens créatif du terme. Pour lui, par lui, envers lui. Mm-hmm. C'était totalement égocentrique, là. Centrique. Centrique. Il n'y a pas d'égocentricité dans de l'intelligence créatrice. Je reste en appétit sur la fin de la culpabilité. Qu'est-ce qui peut, pour un individu conscient, quand il est continuellement, je dirais, interféré par les mécanismes de l'âme, qu'est-ce qui peut ne pas détruire finalement sa bonne communication avec son esprit? Toutes les sources de culpabilité, tous les aspects menaçants de l'extérieur sont une source éventuelle de culpabilisation. Donc, tout est sujet à... C'est pour ça que je dis que c'est très grave. Bon, ben, il n'y a pas de permissivité à ce moment-là. Il n'y a pas de culpabilité qu'on peut considérer comme... Oui. Je la regarde du point de vue de l'homme. Je ne regarde pas du point de vue de l'esprit. Je parle des hommes dans le monde. Oui. Bon. Pour l'homme, si la culpabilité ne met pas sa vie à terre, est grave, elle est toujours grave d'un point de vue cosmique, mais elle n'est pas grave d'un point de vue psychologique. Mais si elle met sa vie à terre, là, elle est grave. À ce moment-là, ben, l'homme, il faut qu'il fasse quelque chose. Bon, est-ce que c'est possible que l'individu, pendant un temps de sa vie, a les tampons, pour dire un mot anglais, a les buffers pour supporter une forme de culpabilité? Ben, effectivement. Et qu'à un autre moment donné dans sa vie, il n'a plus ces tampons. Oui. Quand tu vas être écœuré d'être dans la merde psychologique de son moi fracturé, fragmenté.
Quand tu peux sentir que tous les valeurs, la société, le monde, la belle-mère, le grand-père, tout le monde, là, à cause de la culpabilité, lui ont enlevé le pouvoir, ont mangé un petit peu de lui, là. Ils l'ont bouffé petit à petit, puis ils l'ont bouffé petit à petit. Fait qu'il y a un point, quand il te reste avec les os, là, t'essayes de sauver la moelle. Est-ce que le principal nid de la culpabilité, c'est l'amour? Les passions? Ah oui, ça c'est intéressant. L'alibi de la culpabilité, l'alibi, il y en a trois, un peu. L'alibi de la culpabilité, c'est la perversion de l'amour pour le bénéfice des autres afin de se donner l'impression nous-mêmes d'être bons. Celle-là, ça nous permet d'oublier deux autres qui vont venir. Ben, ils étaient tous là ensemble. Je les ai mis ensemble. Ah oui? On a eu le droit de synthèse. Ouais. Regardez les défauts, ce qu'on appelle des défauts, ce qu'on appelle des égrégores qu'on vit, que les hommes vivent dans une multitude d'expériences à partir du plan mental, c'est très intéressant. Eux autres, en haut, ils ne voyaient pas ça comme nous autres. Ils ont l'esprit clair. Oui, tandis que quand on vit ce que nous autres, on pense à ça. On essaie de penser, traiter avec ça. Tu sais, le juif qui essaie de traiter avec la culpabilité de laisser sa race en arrière pourrir dans les camps de concentration, c'est difficile pour le pauvre juif, je le comprends. Ouais. Mais pour un juif conscient, ça serait facile. Tu sacs ton camp, point final. Tu prends le train, tu prends l'avion, tu t'en vas. Mais ça demande un haut niveau de centricité. Donc, ça demande une capacité de ne pas vivre par rapport à la mémoire de la race. Ouais. Vivre par rapport à... La mémoire de la race a été importante pendant l'évolution pour permettre à l'homme de s'imbiber des valeurs ascendantes de la race, afin de ne pas dégénérer sur le plan psychologique de son ego, jusqu'à temps qu'il soit suffisamment conscient pour se libérer de la mémoire de la race et se greffer à une conscience cosmique. C'est ça l'évolution de l'homme. Mm-hmm. Alors, vous parlez souvent de la mémoire de la race de d'autres nations. Là, je ne sais plus si on peut parler du Québec ou du Canada, mais ça serait quoi la faille de la mémoire raciale, on va dire, du Canada? Là? La mémoire de la race des Québécois? je veux pas... La mémoire de la race des Québécois? Ouais. Ça serait quoi, là, qui serait l'élément à purger, là, à éliminer, là? Pour un Québécois universellement parlant? Oui, dans le sens... on est 6 millions, là, dans le sens global. Pour un Québécois de cesser d'être lié à la mémoire de sa race, ça demanderait qu'il en arrive éventuellement à perfectionner son mental à un tel point où il détruirait en lui le moindre besoin de s'assujettir à ce que les autres pensent. De s'assujettir à ce que les autres pensent. Parce que ça, c'est un complexe d'infériorité. Ah oui, OK. Le complexe d'infériorité est né du pouvoir de la race sur l'individu. Donc, si l'individu s'assujettit à ce que la race pense, il demeure prisonnier de son complexe d'infériorité. Et le complexe d'infériorité, c'est l'égrégore karmique astral du Canadien français. Mm-hmm. Bon, ben, par rapport à ce que vous dites, là, comment on peut se sentir coupable dans la période de transition où on est inconscient puis qu'on passe à de la conscience, comment on peut se sentir coupable de trancher avec la mémoire de la race, entre guillemets, québécoise? Ou l'individu... Au niveau du peuple québécois, ce serait au niveau de la spiritualité de son peuple. Plus de 20-25 ans qu'aujourd'hui. Retourne 25 ans en arrière, 25-30 ans en arrière, quand on allait à la messe tous les dimanches, là, puis on allait au Bête, puis on allait à l'Angelus, je sais pas qui c'est qu'il y avait d'autre, là. Ou qu'il y avait la dîme le dimanche, où il y avait les petits 25 cents des petits Chinois, toutes ces affaires-là. Là. On me retourne dans ce temps-là, là, puis pour un Québécois de sortir, de se libérer de cet égrégore astral de la race, ça leur a créé une certaine forme de culpabilité. Puis là, Puis à la messe le dimanche, ça a créé une certaine forme de culpabilité. Il y a une grosse progression psychologique depuis 25 ans, là, tu sais. Mais retourne dans les campagnes du Québec, là, dans les rangs, il y a encore cet égrégore est encore très
présent. L'égrégore astro-spirituel du peuple québécois est encore présent. Bon, est-ce que cet égrégore-là que vous parlez peut aussi affecter ceux qui ont l'impression d'avoir réussi? Vous parliez de sentiment d'infériorité de la race, là. Est-ce que ceux qui ont eu l'impression de réussir socialement ou matériellement pourraient vivre un sentiment de culpabilité par rapport à l'ensemble? Est-ce que c'est possible, ça aussi? Pas nécessairement, parce que probablement, s'ils ont réussi, c'est parce qu'ils ont réussi à justement se libérer de l'égrégore. Quand tu te libères de l'égrégore d'une race, tu prends du pouvoir personnel, tu prends une certaine conscience personnelle, tu t'affranchis d'une puissante mémoire, donc tu rentres dans ta créativité. Donc probablement les hommes d'affaires aujourd'hui, en public, ils peuvent maintenir l'image de l'égrégore spirituel de la race, mais en privé, j'en ai un en tête, là. En privé, c'est un autre paire de manches. Ils peuvent jouer le jeu politique, mais en privé, ils sont réellement en dehors de l'égrégore spirituel de la race. Ils sont affranchis de ça. Maintenant, une personne qui est affranchie d'un sentiment d'attache à sa race, est-ce que c'est un individu qu'on qualifierait d'international à ce moment-là? C'est-à-dire sans frontières? Dans le sens conscient du terme? Oui. Dans le sens conscient du terme, c'est un être qui est réellement libre. Il est libre. Oui, libre, ça a l'air d'être large, la façon que votre sourire, libre chose de plus qu'une planète, là. Ouais, libre, c'est très large. Ouais. Libre, ça veut dire que l'homme pourrait même venir en contact avec d'autres étrangers, d'autres planètes sur le plan éthérique à volonté. Ça va jusque-là, libre. Même ça, c'est un petit peu de la liberté. C'est un petit peu libre. Libre. Oui, oui. Bon. Libre, c'est libre. Libre, c'est libre. Oui. Il n'y a pas de condition dans libre. J'en cherche même pas. Ouais, mais n'oubliez pas. Libre, ça veut pas dire... quand tu es libre, tu t'interfères pas avec la liberté des autres à aucun niveau. Ça, c'est réellement libre. Ah, parce qu'on peut être libre. Quand tu es libre, un être libre, quand l'homme sera libre, il n'interférera pas avec l'illusion de la liberté de l'homme. C'est pour ça que il y a une vibration dans le mot libre. Ouais. Bon, mais cette vibration-là, elle est très forte, elle est très haute, et elle est universelle, et dans cette vibration, il n'y a aucune interférence avec la liberté relative de l'homme évolutif. Un homme conscient, libre de l'évolution n'interfère aucunement avec la liberté relative de l'homme évolutif. Ça, c'est libre. Puis lui-même n'est pas affecté par l'impression de liberté de l'autre, là. Non. Parce que là, la liberté, vous parlez à vous, c'est une liberté absolue, là. C'est une liberté absolue, puis ça s'arrête. C'est entre lui et les autres plans. La liberté dans le sens de l'homme nouveau, c'est entre lui et les autres plans. Ça n'a rien à faire avec les hommes. Tandis que la liberté relative, c'est entre l'homme et l'homme. C'est entre l'homme et l'homme. Ouais. OK. Ouais. Ça n'a rien à faire avec... Mais comment se fait que les gens réussissent à entretenir l'illusion d'une liberté avec d'autres? Parce qu'ils ont besoin d'illusions pour s'oxygéner. Ils ont besoin d'illusions pour sentir un peu la liberté. Sans ça, ils seraient trop affectés dans leurs émotions. Donc, l'illusion de la liberté est nécessaire. Par rapport à l'homme, pour l'homme en fonction de l'homme, par rapport à la société en fonction de la société, la liberté relative est nécessaire. Puis aujourd'hui, elle est rendue très avancée. Par contre, elle est inconsciente, donc elle crée énormément de dégâts. À cause de son inconscience. C'est l'histoire que les gens disaient il y a quelques années, do your thing, là. C'est do your thing. Mm-hmm. Comme ça qu'ils disaient ça, do your thing. Puis ça s'est traduit dans des formes de publicité où on disait « Je bois mon lait comme ça me plaît. » Ouais. Il y a un subtil égrégore de violence, de liberté contre la liberté des autres là-dedans. Ouais. Moi, je pourrais écrire un livre avec cette petite ligne-là. Là. Je bois mon lait comme ça me plaît. En voulant dire, mange donc de la marde, moi je le bois comme ça me plaît. Ça va loin, l'affaire. C'est vibratoire. Oui. Fait qu'il y a une violence là-dedans. Dans la liberté, dans la liberté présente, là, il y a une violence. Il y a une violence dans la liberté présente. Avant, il y avait moins de violence parce que la liberté était contenue. Disons, des années 50, 49, 30.
de communifier autour d'un Mais après les années 60, là, avec les Beatles puis les fumeurs de poutre, là, il y a une violence. Fait que ça fait encore partie de l'expérience de l'homme. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont vu le film Doors? The Doors? Bon, mais ceux qui ont vécu les années 60, là, puis qui se sont fait influencer par The Doors, vous avez une idée de ce qui s'est passé. Ouais. Fait que la violence, il n'y a pas de violence dans la liberté de l'homme conscient. conscient. Puis d'ailleurs, la liberté, c'est totalement individuel. C'est pas collectif, la liberté. Ça sera jamais collectif. La liberté relative sera collective, la liberté relative sera collective, elle sera de plus en plus, elle se développera de plus en plus. Il y aura des chocs qui l'ajusteront, comme Los Angeles, là, ce qui se passe. Ouais, c'est très bon, ce qui se passe. Au niveau social, au niveau cosmique, planétaire. Mais au niveau individu, dans la liberté individuelle, il n'y a aucune violence. Ça suscite une certaine curiosité à voir comment l'individu peut vivre en lui-même un état de liberté avec des contraintes extérieures. Il n'y a pas de contraintes extérieures. Les seules contraintes extérieures qui existent, ce sont celles qui le mettent en excitation. Vous voulez dire que les contraintes qui empêchent finalement... Moi, je m'en vais sur la rue, puis j'arrive à une lumière rouge, puis je passe la lumière rouge parce que je ne l'ai pas vu. Whatever. Bon. La police m'arrête. Oui. J'ai pas fait exprès à passer la lumière rouge. Je dis à la police, mais j'ai pas fait exprès à passer cette lumière rouge. Puis le policier, dans son langage de policier dur, ça donne que c'est un policier qui est très masculin. Tu vois, mais le respect va jusque là. J'allais bien pu dire macho. J'ai pas dit macho, j'ai dit masculin. La conscience, c'est toujours... Il n'y a pas de violence dans la conscience. Le policier est très masculin. Dire que le policier est macho, ça, c'est se donner de la liberté par la parole, à l'intérieur de laquelle il y a de la violence. Fait que c'est rendu qu'aujourd'hui, qu'on fait tellement ça, qu'on crée des égrégores à l'échelle de la planète, puis là, on vit dedans. Tandis que quand tu dis le policier est très masculin, tu dis à un policier, monsieur le policier, vous êtes très masculin. Il va dire, oui, mon cher, merci. Mais si tu dis à un policier, t'es macho, tu l'insultes, puis il a le droit, parce qu'il a le droit de te rentrer dans son char. Puis il a raison, parce que tu viens de violenter une institution importante pour le maintien de l'ordre. Mais si tu dis, monsieur le policier, vous êtes très masculin, il va dire, merci, mon cher. Parce qu'il n'y a pas de violence dedans. Il n'y a pas de violence. Dans la liberté, il n'y a pas de violence. Fait que le policier m'arrête, puis j'ai passé sa numéro, j'ai pas fait exprès. C'est pas son problème que j'ai pas fait exprès. Il est pas là pour me psychanalyser. Puis il est pas voyant comme moi. Donc, automatiquement, sa job, c'est de me donner une étiquette. Si je me surexcite pas, mais je risque de payer l'étiquette, mais de pas me faire casser la boîte. Si je me surexcite, je risque de me faire taper les oreilles. Puis il aura raison de me taper les oreilles. C'est de même que ça marche. Je reproche à l'homme moderne relativement libre de faire vibrer dans sa conscience relativement libre un égrégore de violence. Comment que l'homme qui vit la liberté relative justifie sa liberté? Il a justifié par rapport au besoin de surexciter son être afin d'aller plus loin dans la conversation du système qui lui enlève sa liberté, avec l'illusion de lui donner sa liberté. Puis comment que l'individu qui vit la liberté absolue traite avec, je dirais ni plus ni moins, son autorité intérieure? Parce que l'individu qui est libre, en général, dispose d'une grande certitude, d'une grande autorité intérieure. En général. Il n'y a pas de condition là-dedans. Un individu libre dispose d'une grande autorité intérieure. Point final. Bon. Je suis content que vous le disiez. Mais la personne qui vit ça, là, comment qu'elle peut traiter avec une contrainte extérieure? Est-ce que vibratoirement, elle ne se sent pas justement restreinte dans son processus? Non, parce que cette autorité intérieure-là fait partie de sa conscience à lui. Un homme conscient qui est libre, il n'est pas intéressé à changer le monde. Il est intéressé à se changer lui.
Fait qu'il vit son autorité intérieure, il supporte ce qu'il sait, il vit ce qu'il sait. Si c'est utile qu'il parle de ce qu'il sait, bien il fait, il choisit les gens avec qui il parle, point final. Mais il n'est pas contraint au niveau de l'excitation à étendre dans le monde ce qu'il sait. S'il le fait, c'est parce que il le fait pour des raisons qui sont en harmonie avec lui. Il ne le fait pas pour des raisons d'imposition de sa volonté, de son autorité. Il est libre. Okay, donc, c'est un être qui a une contenance absolue. Il y a une contenance absolue, puis il y a une permanence, puis il y a une consistance. C'est ça, il est libre. On serait porté à penser souvent que la personne qui est libre de façon absolue, c'est une personne qui se voit vivre une autre vie que la vie matérielle. Ah, ça, c'est intéressant. Une personne qui vit une conscience absolue ou une liberté absolue vit dans deux mondes à la fois. Il vit dans deux temps. Il vit un temps planétaire, puis il vit un plan éthérique. Puis il vit sur le plan mental, puis il vit sur le plan physique. À la fois. Il vit pas avec une vie, il en vit deux à la fois. Puis ça, c'est du stop. Vivre deux. On a de la misère à en vivre une, maintenant en vivre deux. Il en vit deux. Puis c'est le fait qu'il en vit deux qui permet de toujours comprendre l'autre. La petite vie, qu'il appelle. Donc, ce qui lui permet de contenir la vie planétaire restreignante, c'est sa deuxième vie. C'est qu'il a accès à l'autre. Ouais. Sans ça, la vie planétaire, elle serait passée. Il est plus astral. Mm-hmm. Il se nourrit plutôt de l'autre vie que de celle-ci. Il passe un certain temps dans celle-ci pour toutes sortes de raisons, mais c'est réellement de l'autre qui se nourrit. Sa réalité dans la vie mentale, l'autre, c'est ça. Ouais. C'est un homme inconscient, disons, peut aimer ça jouer au football, il peut aimer ça faire l'amour 10 fois par jour, je ne sais pas si c'est ça de même, là, en tout cas. Il peut aimer ça voyager, il peut aimer ça manger, la femme, elle aime ça s'habiller. Il y a toutes sortes de choses qui nous passionnent. Mm-hmm. Ça nous ground. Mm-hmm. Mais quand tu as une conscience mentale, manger, faire l'amour 10 fois par jour, jouer au hockey, voyager, t'es plus intéressé, ça va. Je veux pas dire que t'es pas intéressé, mais t'es pas intéressé comme avant. Mm-hmm. Une fois de temps en temps. Manger quand t'as faim, jouer au hockey si ça donne. C'est pas pareil. Ça nourrit comment une vie mentale? Ça se nourrit à partir de ton esprit. Tu es toujours dans ton esprit. Tu communiques avec les circuits universels. D'ailleurs, tu es une grande voyante. Dis ça. Probablement la voyance. OK, je vais te l'expliquer d'une autre façon. Rien que le fait de connaître la vie sur une planète au niveau individuel ou collectif, c'est assez pour tenir longtemps. Ah ouais. Le fait de connaître, là, autrement dit, le fait d'avoir accès à de l'information, là, qui te permet de comprendre ce qui se passe dans le monde, à tous les niveaux. Instantanément, n'importe quand, là. Bon, mais ça, c'est assez pour te tenir pendant longtemps sur une planète qui, autrement, serait très, très aride de valeur expérientielle. Parce que pour l'homme inconscient qui n'a pas ça, mais il a besoin de toutes les autres choses pour le tenir. Les artifices. Il a besoin il a besoin d'autres choses. Il a besoin de certaines passions. Donc, c'est ça la différence entre l'évolution et l'évolution. Je vous remercie infiniment, Bernard de Montréal.